Bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Chandler, les pêcheurs de homards demandent au gouvernement fédéral de participer aux décisions concernant la gestion de la pêche. À Amqui, le vieil hôtel de ville, construit en zone inondable, sera déconstruit. À Bonaventure, la Fondation Étincelle Jeunesse souhaite amasser 1,5 million de dollars sur 3 ans pour soutenir les élèves issus des milieux défavorisés. Dans le centre du Québec, le regroupement des organismes des personnes handicapées veut améliorer l'accès au transport adapté. À Mont-Tremblant, on célèbre le 35e anniversaire de la réputée concentration de musique de l'école Curé-Mercure. À Thetford, les sorcières de Salem prennent possession du théâtre Louis Hébert. À Châteauguay, lancement de l'exposition L'œil et l'oreille. Et pour commencer cette émission, on va se rendre à l'île aux Coudres, où l'on ne comprend pas qu'après 2 ans de conflit entre la Société des traversiers du Québec et ses employés, les négociations pour une nouvelle convention collective piétinent toujours. Mathieu Larivière, de TVCO. Le conflit de travail qui oppose la Société des traversiers du Québec et ses employés perdure depuis 2 ans déjà. TVCO est allé à la rencontre du maire et de quelques commerçants de l'île aux Coudres suite aux 3 derniers jours de grève qui ont été débrayés par le syndicat. Le maire Christian Dufour explique les raisons qui l'ont poussé à s'exprimer publiquement sur ce conflit au cours de la dernière semaine. On comprend mal là, que pourquoi la société ne négocie pas sérieusement avec le syndicat. Le syndicat nous dit qu'il se rend pour négocier, mais c'est des négociations d'une journée aux 2 mois ou aux 3 mois. Donc, tu ne peux pas régler un conflit comme ça. Donc, ils ne seraient pas intéressés à, eux, de leur côté, faire débloquer les choses? Ça regarde ça, là. M. Dufour indique que les communications entre son administration et la Société d'État ne sont pas au beau fixe. Les relations sont... Je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes. J'ai parlé à Mme Greta. Maintenant, je dois communiquer avec le directeur de la Traverse pour faire mes demandes. Lui, il parle à Mme Greta, puis la réponse me revient par le directeur. Donc, vous n'avez plus un accès direct à Mme Greta. Le lien est c'est un peu spécial hein, que le maire ne puisse pas parler à la présidente directrice générale de la société. C'est un petit peu... Je suis déçu, là, un peu de ça. La conseillère municipale et commerçante Noël-Ange Harvey estime que les partis ont le devoir de s'asseoir et de négocier pour le bien-être des citoyens. On a eu 3 jours de grève, on est dans notre dernière journée. Bien, écoute, ça va être quoi là, pour la prochaine? On sait qu'ils ont un mandat encore dans leur poche, puis ils ont un droit de faire la grève. C'est un droit, c'est correct. Mais au-delà de ça, là, pourquoi la STQ? Pourquoi la STQ ne veut pas régler? Moi, je suis commerçante, puis... C'est comme je dis des fois à mes employés, on ne peut pas donner le beurre puis l'argent du beurre à tout le monde. Mais sauf que quand le salaire minimum augmente, donner un minimum. Puis eux autres, ces employés-là qui sont là, le sentiment d'être apprécié, le sentiment de dire « je fais un bon travail », le sentiment d'eux, c'est « ils l'ont-tu encore ». Moi, mes jeunes capitaines qui sont en haut puis en bas, là, au moteur, là, c'est puis sur le pont. Ces jeunes-là, c'est eux autres qui sont à la porte d'entrée pour nous arriver, pour ouvrir l'île au monde, là. Bien, s'ils ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font, puis si ils disent « bon, si ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs, bien, vous irez ailleurs. » Bien, il y a d'autres places ailleurs qui vont donner le 30$ qu'ils demandent ou le 32$.
On demande une écoute, on dit « parlez-vous ». On sait que le Conseil du Trésor a donné le mandat. La STQ l'a reconnu aujourd'hui, là. On a le mandat. Bien, Saint-Cycron, ça prend pas 3 ans à négocier quelque chose. Assoyez-vous, parlez-vous. Si ça prend un arbitre dans ça, qui en mette un arbitre. Le maire Dufour reconnaît que le pouvoir municipal possède ses propres limites dans cet enjeu provincial. Dans l'histoire de la grève, oui, on a les mains liées. Puis dans l'organisation de la STQ, c'est une société d'État. Donc, on fait on déclare des affaires. Il y a des affaires qu'on trouve aberrantes. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Hein? La population, là, on a plein d'oreilles puis plein de bottes, là. On commence à être tanné, c'est comme je vous ai dit tantôt, là. On a notre été qui s'en vient avec la préparation de tous les commerces qui se préparent pour accueillir nos gens, puis se préparent pour la saison estivale. Puis c'est toujours comme je vous dis, c'est toujours cette sensation-là qu'on a il va y avoir une grève, il va y avoir... Incertitude qui est tannante puis qui n'est pas plaisante. Puis que ce soit pour nos commerces ou pour notre population, on va dire, le bateau, il va-tu marcher? Ça, moi j'ai jamais vu ça. J'ai travaillé 22 ans à la société, puis j'ai jamais senti cette incertitude-là là, aussi grande que présentement. Les entreprises insulaires admettent avoir traversé l'été 2024 contre vents et marées. Si on prend les locaux en général, là, on a une baisse globale là, à jaser avec tout le monde de minimum 30 %. Ça, c'est global dans l'île, peu importe le commerce. Nous, on l'a vécu. L'étal, comme on était en première année, on peut difficilement quantifier, mais c'est sûr que si on avait eu plus de monde, on avait la ressource nécessaire pour les servir. Dans les autres endroits, la cidrerie et biscuiterie, c'était ça, des baisses globales sur l'année. En 12 ans d'opération, ça a été de très, très, très loin ma pire année. Là. Pas à peu près. Là. On parle de quasiment 45 % de baisse de revenus. Ça annulait des chambres au mois d'août. Il n'y a jamais eu de grève au mois d'août. C'est sûr que l'année passée, ça a fait mal quand même. Il y a eu un problème, je pense, beaucoup de communication. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus de traversiers durant tout l'été, ce qui était absolument faux. Il y a eu quelques jours de grève. Ça ne veut pas dire que ces quelques jours de grève-là n'ont pas fait mal, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, au niveau médiatique, le message, les gens recevaient le message comme quoi qu'il n'y avait plus de bateaux, qu'il y avait 5 bateaux par jour, puis c'est pas vrai. Il y a eu des bateaux, 95 % de l'été. Puis ça a fait, en toute franchise, plus mal que la grève en elle-même. T'sais. Les commerçants aimeraient notamment que l'île puisse jouir d'un statut à part entière. Dans la tête des gens, il y a un doute. Fait qu'il faut que la grève se règle au plus vite. On demande au gouvernement de considérer qu'on est un endroit particulier. On n'est pas Québec-Lévis, là. Il faut que quelqu'un comprenne ça dans sa tête, là, puis qu'il faut qu'il arrête de nous faire planer une grève sur la tête, là. Parce que c'est essentiel, là. Il n'y a pas de pont ici, là. C'est plus qu'essentiel. Moi, le dossier essentiel, là, les gars du bateau, premièrement, là, s'il arrive une ambulance, ils vont la prendre puis ils vont la porter de l'autre côté. Ça, c'est l'essentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est un lien. Ce qu'on veut, c'est notre route. On la veut à toute heure du jour. On la veut disponible. Il y a un horaire de traversier. Les gens regardent l'horaire, c'est ça. C'est comme la 138, c'est à 362, ça s'appelle une route. C'est d'un quai à l'autre, sauf qu'au lieu d'être une route en asphalte, c'est un bateau qui l'a fait. C'est tout. C'est comme à Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, c'est le prolongement de la route. Ce qu'on a à l'île aux Coudes, c'est une route. L'île aux Coudes, là, c'est un joyau dans Charlevoix. On a besoin toutes les uns des autres dans chacune des municipalités. On a nos couleurs, on a nos spécificités. On est unique dans ce qu'on est. Puis là,
on dirait qu'on est tout seul à vouloir se battre. C'est comme dans les négociations. Les autres municipalités à travers la province, il n'y en a pas qui chiolent. Il y a juste les locaux qui chiolent. On a l'air d'être des chioleux. Mais si on chiole, c'est parce qu'on a raison de chioler. On veut un statut particulier pour notre île, parce que c'est une île. Éric Desgagnés estime toutefois que l'espoir n'est pas en vain. Bien, on est toujours en mode espérance. C'est un petit peu ça, la force de l'île aux coudes. On espère toujours que ça va finir par se régler. Là, il y a quand même des démarches qui sont entreprises par la municipalité, les comités de citoyens, pour mettre un peu plus de pression. On comprend mal que ça ne se soit pas encore minimalement réglé, minimalement discuté de ce qu'on entend, parce qu'on entend au travers des branches, puis l'hiver, il n'y a pas de feuilles, donc il y a beaucoup d'espace pour que les rumeurs circulent et les nouvelles circulent. On entend que ça jase pas fort. On entend, 3 mois et demi là, sans avoir une réunion, là. Je pense ou bien le syndicat n'a pas fait sa job, ou bien la STQ ne fait pas sa job. Il y a du monde qui ne travaille pas fort. On va dire ça comme ça pour être délicat. Quelques commerçants s'organisent pour redorer l'image de l'île dans l'espoir d'attirer de nombreux visiteurs durant l'été à venir. Là, on est en mettant en place un comité ou minimalement une ressource pour créer de l'événementiel, pour amener un peu plus de monde à l'île. Mais c'est toujours, le défi, c'est ça. Tu as beau faire tout ce que tu peux pour créer, puis faire des belles choses, puis attirer les gens. Entre autres, la Facine va avoir une belle programmation cet été. Mais à un moment donné, il faut que la facilité de rentrer à l'île et de sortir de l'île soit là. Là, c'est ça, à un moment donné, qu'on travaille, c'est de dire aux gens, justement, que c'est fou cet été, là, il se passe des affaires à l'île. Il y a le comité des loisirs qui organise des trucs à la Facine, avec des programmations fous à toutes les fins de semaine. Les jeunes sont impliqués. Il y a 1 million d'affaires qui se passent à l'île, là. Tu sais, je pense que ce qui va être important, c'est que, justement, les médias véhiculent le message que, écoutez, l'île n'est pas fermée, là, loin de là, au contraire, tu sais. Une dernière journée de négociation a notamment été organisée suite aux 3 derniers jours de grève. Les 2 parties impliquées ne souhaitent pas commenter le conflit dans l'espoir de trouver une voie de passage d'ici le début de l'été 2025. Le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie demande au gouvernement fédéral de participer à la gestion des pêches afin d'assurer l'avenir des communautés côtières. Un reportage de Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé. Le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie a tenu un point de presse le mercredi 26 mars au club de golf de Chandler pour exprimer son mécontentement envers le gouvernement fédéral. Depuis 2021, Ottawa accorde une priorité d'accès illimité aux Premières Nations de la Gaspésie pour toutes les pêches existantes et futures dans la région ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent. Une décision qui, selon le regroupement, menace directement la viabilité des pêcheurs commerciaux indépendants. Voici un extrait de la conférence de presse où le directeur général O'Neill Cloutier a pris la parole. Depuis 2018, le gouvernement du Canada et Pêche Océan Canada ont régulièrement échoué à soutenir nos communautés côtières qui dépendent des pêcheurs indépendants. Le poisson n'appartient ni au Canada, ni aux Premières Nations, ni aux pêcheurs. Il appartient à tous les Canadiens et Canadiennes. Le travail du gouvernement fédéral est de gérer la ressource de manière durable pour le bénéfice de tous. Mais dans l'industrie de la pêche côtière, le gouvernement fédéral a décidé de fermer les yeux sur l'importance de nos pêcheries pour notre économie et la survie de nos communautés. Bien que les autorités gouvernementales disent que les pêcheurs sont les yeux et les oreilles nécessaires pour une gestion durable des pêches, depuis 2021, nous sommes exclus des comités de cogestion et de co-gouvernance mis en place entre le fédéral et les Premières Nations. Les pêcheurs individuels ou indépendants de homards ont investi collectivement des dizaines de millions de dollars depuis 2006 pour développer une pêche durable, assurer la stabilité de la ressource pour tous et lutter pour maintenir les retombées de la pêche dans nos communautés. Pourtant,
sous couvert d'apporter une solution économique, un soutien économique, c'est-à-dire à nos communautés côtières, et d'acquérir des connaissances sur le homard, l'ancienne ministre fédérale des Pêches a joué à l'apprentie sorcière en émettant un grand nombre de permis exploratoires en Gaspésie. En ce faisant, elle autorise l'augmentation des prélèvements sur le homard de 112 % dans les zones commerciales, notamment dans la zone commerciale 19A2 à 19C2. C'est Parc-Forillon vers Mont-Louis. C'est-à-dire, c'est ça, Cap-des-Rosiers vers Mont-Louis, si je me souviens bien. De manière aléatoire, sans tenir compte des impacts économiques réels sur les pêcheurs déjà en difficulté et sans savoir si la ressource peut soutenir une telle pression. Plus d'1 milliard de dollars ont été donnés aux Premières Nations en Atlantique, dont 259 millions de dollars il y a à peine 2 mois, pour soutenir la réconciliation dans les pêches et la mise en œuvre des droits de pêche non définis. Le regroupement accuse le gouvernement d'hypocrisie. Le ministère des Pêches Océan Canada agit avec beaucoup d'hypocrisie, parce qu'on sait déjà que le plan proposé qui est en œuvre présentement dans la zone 19, on sait déjà que le 24 juin l'an dernier, il était déjà bâclé. On le sait parce qu'on a eu des accès à l'information. Il était bâclé. Alors, le 6 décembre 2023, la bande autochtone de l'Estigouge a fait parvenir une lettre à la ministre des Pêches en nous disant « Maintenant qu'il n'y a plus de crevettes, on veut avoir accès à la pêche au homard. » Au mois de juin, le 24 de juin, déjà, ils savaient qu'ils allaient avoir des permis exploratoires dans la zone 19. Et nous, on a dû attendre pour la consultation au 16 octobre, puisqu'on a exigé à chaque mois, à partir du mois de juin, la date de consultation. On nous a répondu à la fin septembre que ça allait être le 16 octobre. Malheureusement, les dés étaient joués, les dés étaient pipés. Le regroupement souhaite que l'attribution de nouveaux permis se fasse sans nuire aux pêcheurs déjà établis. Lors des ateliers annuels qu'on a, cette question-là a été posée à l'effet par les gens du côté nord de la Gaspésie, à l'effet qu'on retrouvait de plus en plus de homards à l'extrême ouest de la zone non exploitée. Alors nous-mêmes, comme organisme, il y a 5 ans passés, on a proposé au ministère, évidemment, puisqu'on ne peut pas, évidemment, empêcher une région en développement d'avoir accès à une ressource qui arrive chez elle, on ne peut pas les empêcher de le faire. Ça fait qu'on a proposé au ministère, évidemment, d'émettre un certain nombre de permis selon, évidemment, le protocole scientifique utilisé à l'époque, qui est évidemment d'émettre en premier, pour un certain nombre d'années, des permis de pêche expérimentaux pour voir si c'est de la ressource, pour aller chercher des relevés de ressources, pour voir s'il y a vraiment d'abondance. Et après ça, voir à transférer ces permis-là en pêche exploratoire, bien entendu. Et finalement, pour la dernière étape, après 10 ans, parce que c'est comme ça que ça se fait, après 10 ans, émettre ces permis-là, si la ressource se maintient, émettre ces permis-là de façon permanente. Hein, des vrais permis de pêche. Ils l'ont fait. Dans cette zone-là, la nouvelle zone exploratoire qu'on parle, ça a été fait il y a 5 ans passés. Et les pêcheurs Wolastoqey et un pêcheur blanc ont pêché de façon scientifique pour récupérer des données, donc en stade expérimental pendant 4 ans. Et en 2024, ces permis-là ont été transférés en permis exploratoire, qui suit le processus habituel. Lorsqu'on a été consulté, on a proposé au ministère, on a dit oui, on est d'accord, on ne peut pas effectivement empêcher une région de se développer, surtout si une ressource arrive, mais encore faudrait-il que les permis exploratoires que vous envisagiez de donner soient strictement donnés dans la zone exploratoire et non pas dans la zone commerciale à côté, qui était située à côté. Et encore faudrait-il aussi que vous émettiez ces permis-là de façon très graduelle pour éviter que tous les pêcheurs d'homards en Gaspésie, même dans des secteurs où l'abondance n'est pas si grande que ça, souffrent d'une baisse de prix à cause de la surabondance du homard local, régional. Alors,
Malheureusement, ils n'ont pas écouté. Ils ont dit non. Ça, c'était trop simple comme approche. Ils ont dit non. Alors, ce qu'on a vu apparaître, c'était tout de suite des permis exploratoires. Donc, la phase expérimentale a été abandonnée. On a donné des permis exploratoires. Et en plus, on a donné des permis exploratoires en dehors de la zone exploratoire qui était ciblée. On a donné des permis exploratoires dans une zone connue, une zone commerciale connue, où des pêcheurs vivent là depuis 40 ans de la pêche et où de nouveaux pêcheurs avaient récemment acheté des permis avec des prix très élevés. Et là, à partir de la deuxième année de leur plan, là, on va mettre en compétition des pêcheurs qui détiennent des permis exploratoires à côté de gars qui ont payé jusqu'à 7-8 millions pour leur permis. Puis on va leur dire, bonne chance les gars, là, payez-les vos permis maintenant. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La ville d'Amqui prendra possession dans les prochaines semaines d'un tout nouvel hôtel de ville et l'ancien bâtiment qui abritait les services municipaux depuis les années 60 sera déconstruit. Un reportage de l'équipe de la télévision communautaire de la Matapédia. Plus tôt cette semaine, notre collègue Carl Blanchette était du côté de la ville d'Amqui pour connaître l'avenir de l'hôtel de ville actuel. Donc, bonjour Sylvie, mairesse d'Amqui. Donc, on a présenté ce soir donc le plan pour l'avenir de l'hôtel de ville. Vous avez décidé d'aller vers la déconstruction. Pour quelle raison? Bien, c'est que la raison, c'est d'abord, on a analysé beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions. À un moment donné, on nous a mis sur la table 4 options. OK? Fait qu'on a analysé les 4 options et en bout de ligne, c'est qu'il n'en restait pas 3, il n'en restait pas 2, il en restait juste une à cause des coûts, à cause de... Ici, on est dans une zone inondable. On ne peut pas avoir de subventions pour reconstruire dans la zone inondable et tout. Fait que c'est surtout à cause des coûts qu'il n'y avait pas 2, 3 options qui pouvaient être retenues puis faire une consultation. La seule option, c'était la déconstruction. Puis, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait vraiment une résistance de la part des gens de la ville d'Amqui? Parce que c'est quand même... on est souvent très patriotique, on s'attache beaucoup à nos bâtisses, à nos structures. Donc, est-ce que vous attendiez vraiment une... Bien sûr, parce qu'on est émotif aussi, surtout. Donc, un bâtiment comme ça, les gens, ça a été construit dans les années 66, 67, avec, dans cette période-là, c'est avec le gouvernement du Canada qui a donné les argents pour le construire. Fait que c'est sûr, les gens qui ont vu la construction, le bâtiment a quand même une architecture aussi spéciale. Mais quand on vit dedans, quand on arrive au printemps, qu'on voit l'eau monter de 2 à 3 pieds dans le sous-sol, qu'on est obligé de fermer l'accès au sous-sol parce qu'il y a des odeurs que personne veut sentir, que les employés sont obligés de travailler quand même dans cet environnement-là. Fait que quand on voit tout ça, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que le citoyen qui ne connaît pas tous ces éléments-là, le citoyen qui n'est pas conscient de tout ça, lui, puis qui pense, regarde, les murs, puis tout ça, ça a de l'air solide. Fait que les citoyens pensent qu'on peut faire d'autres choses, des salles ou... mais c'est ça, c'est que quand on regardait le coût faramineux que ça aurait coûté, pas de subvention parce que tu es dans une zone inondable. Les assurances aussi, à un moment donné, quand tu changes de vocation, c'est plus la même chose non plus au niveau des assurances. Fait que c'est pour ça que, oui, on s'attend, est-ce qu'il y a des citoyens... Bon, les citoyens qui étaient ici ce soir, je pense qu'ils ont bien compris parce qu'on n'a plus tout présenté au complet. Bon, les citoyens qui sont chez eux, qui n'ont pas participé à cette présentation-là, peut-être qu'ils ne comprendront pas non plus, mais on espère que ceux et celles qui étaient là vont pouvoir expliquer avec nous. Est-ce que pour l'avenir, dans le fond, du site ici, est-ce qu'il va y avoir une consultation publique pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça? Absolument, par exemple, parce que là on va faire la déconstruction, on va quand même conserver ce qui est conservable, justement. C'est pour ça qu'on ne parle pas de démolition, on parle de déconstruction. Donc, c'est qu'on va conserver les éléments qu'on peut réutiliser. Mais ensuite de ça, là, parce qu'on va avoir un espace qui va être vide, là, après, on l'a dit, on va
va faire une consultation pour voir qu'est-ce que les gens veulent ici. Dans le parc d'ici, on a d'autres parcs aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire, la ville d'Amqui, pour dans nos espaces verts, qui fait que ça répond aux besoins, aux attentes des citoyens. Aussi, je veux savoir, ça va prendre combien de temps environ la déconstruction pour dire qu'il ne reste plus de... On ne va pas dire qu'il y a eu de quoi d'autre déjà, mais mettons qu'il n'y ait plus de traces de la bâtisse. Là. Avez-vous une estimée environ? On n'a pas d'estimé véritablement. Si on commence, on sait qu'on doit déménager dans notre nouvel hôtel de ville en juillet. On va déjà avoir fait des demandes, on va déjà avoir fait des études pour savoir qu'est-ce qui est récupérable. Fait que, idéalement, est-ce qu'on peut le faire avant l'hiver 2026? C'est ça qui idéalement. Mais ça, il y a à un moment donné des aléas qu'on ne contrôle pas tous, là, mais espérons là, 2026, hiver 2026. J'ai une dernière question. Est-ce que l'horloge au-dessus de la porte va suivre à l'hôtel, le nouvel hôtel de ville avec les signes mystères qu'on ne sait pas d'où ça vient? Je vais trouver une place à la mettre, c'est certain. Sinon, moi, je suis acheteur. Regarde, je prends ça en note. Merci beaucoup, Sylvie. Ça me fait plaisir. Merci d'être là aussi. Si vous désirez en connaître davantage sur l'avenir de l'hôtel de ville d'Amqui, sachez que la présentation dans son intégralité sera diffusée en même temps que le prochain conseil de ville d'Amqui. Avec 18 écoles sur 28 situées dans des milieux défavorisés, le Centre de services scolaires René Lévesque vient de créer la Fondation Étincelle Jeunesse pour venir en aide aux élèves qui ont des besoins particuliers. Valérie Pinault de Télévague. Le Centre de services scolaires René Lévesque vient d'annoncer la création d'une Fondation Étincelle Jeunesse. C'est quoi le but de cette initiative? Bien, en fait, c'est vraiment de soutenir nos élèves qui sont plus vulnérables dans nos établissements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une analyse quand même des besoins sur notre territoire parce qu'on a quand même 18 écoles sur 28 qui sont situées dans un milieu qui est considéré comme étant défavorisé, hautement défavorisé, en fait. Donc, quand on regarde ça, ce que ça veut dire, c'est que 56% de nos élèves qui fréquentent un établissement qui est avec un indice de défavorisation comparativement à 30%. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, on a des élèves qui peuvent arriver le ventre vide, qui peuvent arriver sans collation, qui peuvent arriver même sans dîner, qui peuvent avoir des vêtements qui sont peut-être inadéquats pour les activités sportives, pour être dehors à ce temps-ci de l'année. Donc, on a décidé de créer une fondation pour les soutenir. Présentement, dans les écoles, est-ce qu'il y a des initiatives qui existent déjà? Il y a plein de belles initiatives qui se font dans les écoles. En fait, il y a plusieurs exemples. Il y a les petits déjeuners, il y a les collations. Il y a parfois, on apporte de l'aide à nos élèves en payant les dîners. Ça, c'est un exemple. Ou encore en apportant des vêtements. On a des belles idées créatives qui se font dans nos établissements, mais on a aussi des beaux partenaires qui nous soutiennent. Mais malgré ça, ça demeure que c'est quand même difficile, d'où l'importance de notre fondation. On vient de démarrer, on a une nouvelle OBNL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en campagne majeure de financement actuellement. Notre objectif, c'est d'ici 3 ans de pouvoir amasser tout près de 1,5 million de dollars. Quand même un gros montant pour la région. On a quand même tout près de 300 000 $ de confirmés aujourd'hui, presque le double là, dans les prochaines semaines qui devraient être confirmés. Donc, on est bien avancé. Donc, on va solliciter les entreprises du coin. Les gens de l'interne aussi, des gens qui travaillent pour le centre de services scolaires vont avoir, il y a une campagne à l'interne qui va se faire. Puis, on a un bel événement qui s'en vient le 24 et 25 mai prochain où toute la population va être invitée à soutenir des jeunes qui vont courir entre Matapédia et Percé, des jeunes des écoles polyvalentes de notre territoire, une course à relais et qui va venir soutenir finalement la fondation, le fonds qu'on veut créer pour les enfants. L'idée, c'est qu'avec ce fonds-là, annuellement, on va pouvoir avoir des intérêts qui vont nous être mis. Donc, le premier avantage, c'est que le fonds va être créé, puis ensuite, on va avoir des retombées à vie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
Maintenant, avec ces intérêts-là qu'on va recevoir annuellement, les écoles, lorsqu'ils vont voir des enfants arriver avec des besoins particuliers à un matin donné, vont répondre à ce besoin-là rapidement. Donc, il manque pour s'assurer que les jeunes aient le ventre plein, bien habillés, que les jeunes ne soient pas marginalisés non plus parce qu'ils ne peuvent pas participer aux activités parascolaires de leur école. Souvent, ça peut être un frein, le frein financier. Donc, et nous, la Fondation, on va rembourser ces frais-là. Donc, on veut s'assurer que les réponses soient rapides. Puis, ce qui est important aussi, c'est que 100% de l'argent qu'on va recevoir va aller aux enfants. Tout l'argent, là, on ne garde pas un sou pour s'assurer que ça aille directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc, c'est un peu avec une réponse rapide sur le terrain. C'est les gens du terrain, c'est les équipes écoles, c'est les directions qui voient au quotidien quels sont les besoins des enfants. Donc, ils vont pouvoir répondre rapidement. Puis nous, la Fondation, va venir supporter ces besoins-là qui vont avoir été identifiés par les écoles. Comment qu'on peut contribuer? Il va y avoir beaucoup dans les prochaines semaines, vous allez entendre parler pas mal de nous avec, entre autres, on a un site web qui permet le don en ligne, qui va être facilité. Les activités dans chacune des écoles primaires et secondaires dans la fin de semaine du 24-25 mai. Il va y avoir des activités. La population va être invitée à venir supporter finalement cette fondation-là. Donc, il va y avoir à ce moment-là tout ce qu'il faut pour pouvoir donner des sous à la Fondation. Donc, dans les prochaines semaines, en suivant les réseaux sociaux, en suivant aussi ce qui va se passer dans les différents événements qu'on va mettre en place, bien, la population va être invitée à donner. Mais pour l'instant, pour ceux qui voudraient déjà donner, fondationétincelles-jeunesse.org et on a un lien directement pour donner en ligne. Avec tous les avantages qu'un organisme de bienfaisance peut donner aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on donne de l'argent pour un organisme de bienfaisance, on a des avantages fiscaux, des reçus pour l'impôt qui font en sorte que lorsqu'on donne un montant, mais c'est pas tout, on reçoit aussi. Donc, dans les prochaines semaines, mais en ligne, c'est possible dès maintenant. Je dirais que la vision qu'on a, toute l'équipe qui travaille, la directrice générale du Centre de services scolaires et moi, c'est de faire en sorte qu'en 2025, actuellement et dans les prochaines années, les 5500 élèves et plus qui fréquentent nos écoles aient tout ce qu'il faut pour avoir le ventre plein, être habillés convenablement, puis puissent participer à l'ensemble des activités de leur école sans être marginalisés par le fait qu'ils n'ont pas de sous. Et ça, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Le regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre du Québec, qui regroupe pas moins de 40 organismes, veut améliorer l'accès au transport adapté. Sylvana Suarez, de la Télévision de l'Érable, s'entretient à ce sujet avec Patrick Poulain, le directeur général du regroupement. Monsieur Patrick, mais quels sont les types de handicaps qu'on trouve normalement dans le quotidien? Alors, c'est sûr que nous, on est au regroupement, on s'occupe de tous les handicaps qui peuvent. Donc, ça peut être de la déficience intellectuelle, ça peut être le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, ça peut être une déficience physique, auditive, visuelle. Et on peut avoir des personnes qui ont plusieurs handicaps. Une personne TSA peut vivre avec une déficience intellectuelle. Une personne avec une déficience intellectuelle peut avoir un handicap de mobilité, un handicap physique. Donc, on voit qu'on a tout type de handicap dont nos organismes communautaires s'occupent sur le territoire. Et si on parle de défis, Monsieur Patrick, quels sont les défis qui ont maintenant les organismes pour aider justement à ces communautés? Le Québec a fait des grands progrès depuis la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées dans les années 70, fin des années 70. Le Québec a fait de grands progrès pour rendre la vie normale, accessible à toute personne, peu importe leurs conditions et leur situation. Ça, c'est la chose qu'il faut souligner pour le Québec. Malheureusement, depuis quelques années, on voit des défis apparaître et des dangers apparaître sur l'inclusion des personnes handicapées. Multifacteurs, que ce soit des orientations gouvernementales, que ce soit des coupures budgétaires, on a ces risques qui arrivent. Par exemple, l'accès aux services de santé et de services sociaux. On sait qu'actuellement, dans nos régions plus rurales, comme l'Érable, comme Bécancour, comme Nicolet-Yamaska, les services de santé et de services sociaux sont éloignés. Donc, il faut se déplacer pour aller chercher. Déjà, pour une